Bonjour à tous. Je vois qu'on est déjà rendu 45 personnes de connectées au webinaire programme de la relève en acériculture des PPAQ. Donc, je vais souhaiter la bienvenue à tous les producteurs, toutes les productrices qui sont joints à nous ce soir. Je m'appelle Mathieu Ollier. Moi, je suis conseiller à la vie syndicale au PPAQ. Je vais animer une partie du webinaire de ce soir, notamment pour prendre vos questions. Donc, pour les gens qui sont en live avec nous, je vous invite à écrire vos questions directement dans le chat de la page Facebook des PPAQ. Vous allez pouvoir interagir un peu avec nous. Si vous vous connectez au courant de la rencontre, là, évidemment, ou vous vous déconnectez puis vous vous reconnectez, ça va être possible de réécouter la rencontre là, par la suite. Donc, dès que le webinaire va être terminé de la diffusion en direct, puis on va pouvoir le réécouter sur la page Facebook des PPAQ. Donc, si vous avez manqué un petit bout, on peut se reconnecter pour l'écouter par la suite un peu plus tard. Je suis accompagné ce soir donc de Pascal Grotté, la directrice du service aux producteurs et du contingentement des PPAQ, et Linda Shoah, qui est conseillère au contingentement. On va avoir deux parties à la présentation ce soir. On va vous présenter tout d'abord le programme en tant que tel avec les critères d'admission, le fonctionnement du programme. Puis ensuite, on va faire une démonstration avec vous du formulaire en ligne des PPAQ, donc pour remplir une demande au programme de la relève en acériculture. C'est Pascal qui va faire cette partie-là. Mais on va débuter avec Linda. Donc, je vais te laisser la parole, Linda, pour débuter la présentation. Bonsoir tout le monde. Donc, je vais vous présenter un peu le programme de la relève. Le programme est annuel pour favoriser la relève en acériculture. C'est un programme de contingent qui existe depuis 2016. Donc, depuis 2016, il y a eu 59 entreprises qui ont reçu du contingent acéricole en relève, ce qui représente à peu près 411 000 entailles offertes. Je vais vous présenter, donc je vais vous faire un peu la description du programme, les admissibilités et l'évaluation de la demande, puis les attributions d'entailles, comment ça fonctionne. Donc annuellement, le programme de relève se passe entre le 15 avril et le 15 juin. Donc vous pouvez soumettre votre demande entre ces deux dates-là. Cette année, on offre 40 000 entailles. Et chaque année, le rendement offert varie selon la moyenne québécoise des 5 dernières années, ce qu'on appelle le rendement quinquennal. Pour cette année, en 2024, la moyenne elle est de 3,29. Donc, le contingent qui est attribué sous forme de tirage au sort. Le producteur sélectionné doit, au cours des 3 années de commercialisation suivant l'acceptation de son projet, exploiter une érablière entre 500 et 25 000 entailles, pour lequel aucun contingent n'était jusqu'alors émis, ou au plus 10 000 entailles pour une érablière pour laquelle un contingent est déjà émis, qu'il achète au loup au plus tard dans l'année, suivi la demande. Dans les conditions d'admissibilité, lorsqu'on est une personne physique, c'est-à-dire quand on fait une demande à son nom personnel en tant qu'individu, c'est d'être âgé d'au moins 18 ans et d'au moins plus de 40 ans, et de plus de 40 ans, pardon, ne pas être à l'emploi des PPAC, n'a jamais obtenu de contingent dans le cadre de programmes de relève, détenir un certificat en acériculture émis par une institution d'enseignement reconnue ou l'équivalent, ne pas être impliqué directement ou indirectement dans une exploitation d'une érablière, ni locateur, ni mandataire, ni prête-nom, conjoint ou actionnaire ou sociétaire d'une personne qui exploite déjà une érablière avec du contingent ou qui est visée par le plan conjoint. Donc, la personne qui va faire la demande doit détenir des droits sur une érablière, sur terre privée, donc il doit avoir un titre de propriété ou une promesse d'achat signée, ou alors si c'est sur une terre privée en location, doit avoir un bail d'au moins 15 ans enregistré au registre foncier ou une promesse de location en même effet. Si c'est sur terre publique, la personne doit soumettre un permis d'exploitation ou une attestation qui est fournie par le ministère des Ressources naturelles et de la forêt ou d'autorité concernée ou de mandataire à l'effet que l'érablière visée lui est réservée pour la réalisation de son projet. Avant de continuer, Linda, dans la partie admissibilité, on a une question d'un producteur, David Robert. Il y a déjà un contingent, lui, dans le fond, puis il est dans le processus d'achat d'une autre érablière de 4 000 entailles, mais comme il possède déjà un contingent, si je ne me trompe pas, il n'est pas admissible à ce programme-là. Est-ce qu'il a déjà exploité ce contingent-là? On n'a pas le détail, mais ce que je comprends, c'est que s'il l'a exploité, il y a un contingent qui lui a été offert, il peut pas Exactement. S'il a déjà du contingent qu'il a exploité, il est donc titulaire de contingent, donc non admissible pour une relève. Pour avoir une relève, il ne faut vraiment pas avoir de contingent. Il faut avoir acheté au cours de l'année seulement une érablière qui a du contingent et puis il peut demander 10 000 entailles de plus. Donc, moi, si la semaine passée, j'avais acheté une érablière avec contingent, mais je ne l'ai pas encore exploité du tout, là, je pourrais faire une demande dans ce programme-là pour obtenir plus d'entailles, dans le fond, dans mon érablière. Exactement. Parfait. Maximum de 10 000. Parfait. Je pense que ça répond à la question. On peut continuer.
Ensuite, les admissibilités pour une personne morale. Ce qu'on appelle une personne morale, ce sont les entreprises, les sociétés, tout ce qui est incorporé, les SENC, les limités et autres. Donc, il est également admissible un comptage entre une personne morale ou une société si au 15 juin de l'année en cours, laquelle a fait une demande, elle détient des droits suivants sur une érablière. Donc, la même chose sur terre privée, un titre de propriété ou une promesse d'achat signée, ou un bail de 15 ans enregistré au registre foncier ou une promesse de location. Et sur terre publique, c'est la même chose. Donc, il faut que la société ou la compagnie ait un permis d'exploitation, une attestation du MRNF ou de l'autorité concernée ou de son mandataire à l'effet que l'érablière visée lui est réservé. Ce qui est important aussi dans une personne morale, ou dans une société ou dans une compagnie, il faut que plus de 50% du capital action des parts de la société sont émis à des personnes qui satisfont à toutes les conditions que j'ai énumérées auparavant. C'est-à-dire que faut que les personnes-là soient entre 18 et de plus 40 ans, et puis toutes les points que j'ai mentionnés juste avant. Tous les actionnaires sociétaires ne doivent pas détenir de contingent aussi. Donc, c'est vraiment toutes les personnes qui font partie de la compagnie ou de la société ne doivent jamais avoir eu de contingent pour être admissibles à la relève. J'ai une autre question pour toi ici, Linda. Donc, Kim Clément nous dit que la terre est au nom de son conjoint, mais c'est elle qui va faire une demande de contingent. Donc, si je t'ai bien suivi, il faudrait qu'il y ait un bail, dans le fond, de location entre les deux personnes. Entre les deux personnes, exactement. Si par contre, elle était propriétaire avec son conjoint et que c'est elle qui fait la demande, il n'y aurait pas eu de besoin de bail parce qu'elle est aussi propriétaire à 50% de la terre. Mais là, je vois que la terre ne lui appartient pas, ça appartient à son conjoint, donc il faut un bail entre son conjoint et la demandeuse qui est elle-même. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions là-dessus? On peut y arriver un peu plus tard. Je pense que tu vas nous parler un peu des critères de formation. Tantôt, j'ai vu une question là-dessus, mais on peut continuer peut-être pour se rendre à ce moment-là. Je vais parler maintenant de l'évaluation de la demande, donc comment ça va être évalué. Donc, il faut que toutes les demandes soient reçues au plus tard le 15 juin. Il faut donc remplir le formulaire, qui est un formulaire officiel que vous pouvez trouver directement sur le site internet ou en remplissant en ligne directement, comme Pascal va vous montrer tout à l'heure. Il faut absolument donner ou soumettre sa preuve d'identité de chaque personne. Donc, quand je parle de chaque personne, c'est-à-dire si c'est une compagnie, il faut que chaque personne qui fait partie de la compagnie doive nous soumettre sa preuve d'identité pour prouver son âge. Il faut aussi soumettre un plan d'érablière et l'annexe 2 qui est fait par un ingénieur forestier. Et on s'entend que le plan d'érablière, il doit être valable encore 15 un plan d'érablière est valable 15 ans. Donc, s'il a été fait il y a quelques années, il peut être soumis. Il faut juste qu'il soit aux normes d'entaillage de cette année, qui est de 24 cm pour cette année. Donc, dans le fond, Linda, si j'ai bien compris, moi, si j'ai fait un plan d'érablière il y a 2 ans pour un programme de la relève dans le passé, il est encore valide, mon plan d'érablière. Par contre, il faudrait peut-être que je contacte mon ingénieur forestier pour être certain que l'annexe 2 ait bien été remplie avec les normes de 2024 parce qu'il y a eu des changements de normes là, pour les ingénieurs. Parfait. Ensuite, il faut soumettre les titres de propriété. Quand je parle de titre de propriété, ce que j'ai numéré, donc c'était soit le compte de taxe ou le bail ou soit l'attestation du MRNF si c'est sur terre publique. Et le preuve de financement du projet qui date de moins de 6 mois. Donc, ce qu'on appelle preuve de financement du projet, c'est une lettre d'une institution financière qui démontre bien que vous avez les capacités financières à faire ce projet-là. Donc, évidemment, les lettres qui sont datées de 2022 ou 2021 ne seront pas validées. Il faut vraiment que ça date de moins de 6 mois. Si vous avez un bailleur de fonds, il faut donc nous donner les identifiants du bailleur de fonds, l'identité du bailleur de fonds, mais aussi sa preuve de capacité à financer votre projet. Donc, évidemment, sa preuve, ça va être quoi? C'est aussi une lettre d'une institution financière datant de moins de 6 mois. Ou ce qu'on peut aussi accepter, c'est vraiment le compte en banque de la personne qui prouve qu'il a bien la capacité financière, mais il faut vraiment toute l'information sur ce compte en banque-là, ou un relevé bancaire. Ce relevé bancaire doit démontrer l'identifiant du bailleur de fonds dessus. Ce n'est pas juste une photo du montant qu'il y a sur son compte. Il faut vraiment, oui, le montant, mais aussi toutes les informations du bailleur de fonds qui est rattaché à ce compte-là. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué là, Mathieu, mais si tu vas rajouter ou pas. Moi, je te suis. On pourra revenir là-dessus peut-être tantôt quand on va montrer le formulaire pour le réexpliquer, mais je te suis.
Parfait. Et puis ensuite, il faut aussi fournir donc, les preuves d'expérience et de formation pour être admissible. Avant de continuer, là, j'ai vu beaucoup de questions sur la question de la formation, des preuves d'expérience. Peut-être qu'on peut clarifier un peu tout ça. Là. Il y a Pierre Boulanger qui se demande, ils sont deux dans le fond à faire leur demande pour du contingent, mais il y en a seulement un des deux qui a une formation. Est-ce que c'est le genre de choses qui va être accepté et qui va être recevable? Ça sera accepté. Il faut juste expliquer un peu c'est quoi l'expérience de la personne qui va aussi être impliquée dans l'érablière. Donc, justement, on accepte l'expérience, dans le fond, comme une forme de formation. Là, il y a Mélanie Paquin qui demandait que c'était obligé d'avoir une formation. C'est pas obligé, mais il faudrait quand même démontrer qu'on a de l'expérience en érablière. Donc, si quelqu'un a passé plusieurs années avec son père, plusieurs années dans une érablière, il faut l'expliquer dans le document pour avoir les points qui sont rattachés à ça. Ça m'amène quand même à vous dire aussi que sur le site des PEPAC, il y a une section sur le contingent relève dans laquelle il y a plusieurs documents qui ont été déposés. Il y a une foire aux questions qui peut répondre à un paquet de questions que les gens vont se poser, mais il y a aussi la grille d'évaluation donc des projets qui est disponible. Dans cette grille-là, on peut voir exactement les points qui sont attribués à chacune des sections. Fait que c'est quand même assez utile. Dans les formations qu'on accepte, est-ce que de suivre des cours comme les cours en continu qui sont offerts par l'U+, de l'UPA, là, des cours par exemple sur la tubulure ou sur l'entaillage, est-ce que c'est le genre de choses qu'on pourrait écrire dans son dossier pour montrer qu'on a une formation? Ah oui, c'est valable aussi. Parfait. Ben, je te laisse continuer. Donc, tu en avais déjà parlé du pointage de la grille d'évaluation. Donc, pour être admissible au programme, le pointage minimum pour être éligible, c'est 75 points. Vous pouvez retrouver la grille d'évaluation sur le site Internet directement pour savoir comment vous pouvez obtenir ces 75 points-là. J'ai une petite question qui vient d'arriver de Martin Bachan. Il me dit qu'il est déjà en opération sans contingent. Donc, probablement que la question était beaucoup reliée aux questions des preuves de financement. Est-ce qu'il y a besoin de démontrer autant de preuves de financement que ce que tu avais parlé tantôt là, avec des preuves de la banque? S'il nous démontre qu'il est déjà en opération, c'est-à-dire qu'on voit sur le plan d'érablière comme quoi il est déjà installé depuis un certain temps. Si on voit dans sa description de projet comme quoi il est déjà équipé et qu'il a tout ce qu'il faut, non, il n'y aura pas besoin de démontrer le financement. Super. Je te laisse continuer. Faudra juste le mentionner quand il va loader le document pour le financement, nous écrire toutes ces informations-là, comme quoi je suis déjà installé, vous pouvez le voir sur le plan d'érablière, dans ma description, j'ai tant d'équipement, depuis combien de temps il est installé, toutes les informations-là qui nous prouvent qu'il est vraiment déjà en opération. Donc, si on a déjà acheté un évaporateur il y a 5 ans, il y a 10 ans, on peut l'écrire là-dedans puis informer les PEPAC qu'on a déjà tout l'équipement qu'il faut. Exactement. Parfait. Par contre, s'il vient juste d'acheter, idéalement, il faudrait les preuves, là, des factures, oui. des choses qu'ils ont achetées. L'attribution d'entaille. Alors, comment ça se passe l'attribution? Donc, si toutes les demandes admissibles comblent l'offre des 40 000 entailles, tous les projets sont comblés. Sinon, il y a un tirage parmi les projets conformes et ce jusqu'à épuisement du nombre d'entailles disponibles. Le dernier projet pigé, même si celui-ci demande un nombre d'entailles supérieur à la balance d'entailles restantes, obtient la totalité d'entailles demandées. Donc, à force de piger des projets, si par exemple il reste plus que 5 000 entailles à être pigées, on en pige un et finalement il a demandé 8 000 entailles, on lui donne son projet total. Donc, son projet complet, il aura ses 8 000 entailles. Les règles supplémentaires, la personne conforme qui n'a pas été sélectionnée obtient une inscription supplémentaire pour le tirage de l'année suivante et également pour chaque année suivante si elle soumet le même projet pour lequel elle obtient toujours au moins 75 points. Donc, les personnes qui ont fait une demande de relève en 2022, 2023, puis cette année, qui sont exactement le même projet, il n'y a rien qui a changé, c'est un copier-coller, ils auront 3 balles dans le boulier pour le tirage au sort, donc 3 chances d'être pigés. Si jamais, Linda, moi, j'ai déposé un projet l'année passée de 2000 entailles, puis là, je voudrais déposer un projet de 3000 entailles, j'ai-tu encore 2 balles dans le boulier? Non, c'est plus le même projet parce que tu es passé de 2000 à 3000. Il faut vraiment que ce soit un copier-coller, qu'il n'y a aucun changement. Parfait. Si les PEPAC procèdent à une émission d'entaille au cours d'une année, donc c'est-à-dire si on décide au 15 juin qu'il y a émission d'entaille, c'est-à-dire de démarrage ou d'agrandissement, tous les projets admissibles à la relève qui n'ont pas été pigés, qui n'ont pas été sélectionnés lors du tirage au sort, sont automatiquement transférés au programme de démarrage selon leur choix effectué dans le formulaire de relève. Donc, il est important de remplir cette section-là que vous voyez là en bas, votre choix si vous allez en démarrage, soit par tirage au sort ou par attribution par tour de 200. Suite au dépôt de la demande, donc les PEPAC vont communiquer avec tous les demandeurs pour informer les candidatures retenues et la date du tirage au sort.
Puis le tirage au sort, pour l'instant, on n'a pas de date là, mais ça se déroulera au plus tard le 15 août. La personne choisie donc a 3 ans pour s'installer et débuter l'exploitation de ses entailles, sinon au bout de 3 ans, ça sera retiré. L'offre d'entaille sera perdue et il ne pourra pas refaire de demande. La personne choisie doit également s'engager à exploiter l'herbière pendant au moins 5 ans consécutifs, une fois que son projet est complété. Avant qu'on passe à la prochaine section, Linda, j'ai peut-être une dernière question que je trouvais intéressante d'aborder. Mathieu Fortier nous dit que l'érablière est au nom de son père. Il détient un certificat, il ne détient pas de certificat en acériculture, mais c'est son père qui est propriétaire de l'érablière. Tantôt, j'ai cru entendre dire le chiffre magique de 50 de capital action dans l'entreprise. C'est un peu ça qu'il faut pour que le producteur de la relève, donc de 40 ans et moins, puisse déposer un projet ici. Exact, mais par contre, si son père il veut participer à la compagnie, s'il a déjà du contingent, il ne sera pas admissible. Il faut que personne n'ait eu ou n'a du contingent dans la compagnie. Exactement. Et puis si je peux juste me permettre, bonjour, je vais interjecter. On parle de 50 mais j'aimerais ça préciser que c'est 51 et plus. Fait que c'est pas 50-50 si on est 2 personnes à vouloir faire une relève. La personne qui se catégorise dans le 18-40 ans pour la relève doit être majoritaire. Donc, 51 et plus des parts si on est plus qu'une personne. Excellente remarque. Ça nous amène, je pense, à la deuxième portion de la présentation. Je vais changer l'écran pour faire apparaître l'écran de Pascal. Je pense, Pascal, que tu vas nous présenter un peu ce formulaire en ligne-là qui nous permettrait... Oups, là, j'ai perdu ton partage d'écran, par contre, Pascal. Oui, excuse-moi, attendez, 30 secondes. Il n'y a pas de problème. Je vais partager ça. On va vous présenter, dans le fond, le formulaire en ligne des PPAC. Depuis l'année dernière, on peut remplir des formulaires en ligne maintenant pour faire des demandes de contingent. Donc, pour le programme de la relève, ça va être encore le cas cette année. Ça va être sur le site des PPAC, donc, mais on va pouvoir vous présenter un peu comment on peut le remplir, comment on peut faire ce processus-là, donc électronique, qui permet rapidement d'avoir un projet qui est déposé au PPAQ, puis ça facilite énormément la gestion des demandes là, qui sont faites ici. Attendez-moi 30 secondes. C'est comme si ça l'a gelé pendant que j'ai fait le transfert. Je vais en fermer une pour en ouvrir un autre. Il n'y a pas de problème. Je vais peut-être répondre à une autre question qui a été posée en attendant. Il y a Simon Bourassa qui nous demande pourquoi on offre 40 000 entailles seulement. Mais je dirais en fait que le programme de 40 000 entailles, c'est un programme annuel au PPAQ. Chaque année, on va donner 40 000 entailles pour la relève. C'est inclus au règlement sur le contingentement des PPAC. Donc ça revient à chaque année tout le temps. Il n'y a pas de décision qui est prise par rapport à ça. C'est automatique. La distinction de donner plus d'entailles, c'est le conseil d'administration des PPAQ qui est mandaté pour analyser l'état du marché, l'état de la récolte. Il y a beaucoup de critères à analyser pour savoir si on donne plus de contingents à chaque année. Si jamais on donne plus de contingents cette année, comme Linda l'expliquait tantôt, il y aura un ajout à ce moment-là au programme de la relève qui va passer de 40 000 à 100 000 entailles. C'est ce qui est arrivé l'année dernière, par exemple, où au début de l'été, on a commencé à 40 000, puis ensuite on s'est retrouvé à 100 000 entailles. J'arrive pas à partager ma deuxième fenêtre. Ça me dit que ça a été annulé. Puis quand tu vas dans Présenter, Partage... Je ne vois pas ma page des PPAQ. Je nous vois juste nous. En haut, as-tu onglet Chrome, fenêtre, tout l'écran? Oui. Puis j'ai juste le studio qui apparaît. Si tu vas dans Fenêtre ou dans tout l'écran, tu n'as pas des options qui permettraient de partager ton autre écran? Non plus. Je peux nous partager, nous, mais je ne pense pas qu'on veut nous voir en double. Là. Je ne penserais pas non plus. Attendez. Je vais essayer de mon côté de partager, voir si ça fonctionne. Donc, moi, ici, on voit le site des PPAC, je pense, dans mon partage à moi. Là. Oui. Je ne pourrais peut-être pas me rendre jusque où on veut se rendre, mais... Mais si toi, tu fermes et tu essaies de me laisser repartager, est-ce que ça va faire peut-être un reset? Je peux essayer. Tu me dis quand aller? Oui, ben vas-y. Moi, dès que ça apparaît de ton côté, moi, je peux le faire apparaître par la suite. Attends, je vais essayer d'ouvrir peut-être une autre page. OK. Voilà. Excusez-moi. Désolée, j'ai ralenti le groupe. Il n'y a pas de problème.
C'est les Fait que joies là, du direct. vous voyez Google, j'imagine? Ouais. On voit Google, on voit aussi que tu peux écrire donc directement dans l'onglet de URL pour pouvoir écrire un site web. J'imagine qu'on va aller sur le site pepac.ca. Exactement. OK. Donc, moi, je ne vous vois plus. Fait que si vous voyez des choses qui sont bizarres, juste faites-moi signe verbalement parce que tout ce que je vais voir maintenant, c'est le site des PPAQ. Parfait. Je me lance. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés à déposer une demande, on peut le faire électroniquement via notre site des PPAC. Donc, comme vous voyez, quand vous arrivez sur la page d'accueil comme ça, vous avez plusieurs onglets en haut qui sont intéressants à regarder, mais celui qui nous concerne aujourd'hui va être plutôt celui du contingent séricole. Donc, quand on va cliquer... Oui? C'est correct? Non, tu peux continuer, pas de problème. OK. Quand on va cliquer sur l'onglet contingent séricole, on va avoir plusieurs onglets qui vont dérouler en sous-menu. On peut peut-être faire un petit survol en diagonale de qu'est-ce que ces onglets-là contiennent. En fait, la première, qui est contingent séricole, va vous donner des informations d'ordre général sur le contingent, qu'est-ce que c'est, des liens particuliers pour vous ramener sur le règlement du contingentement, parce que oui, on est réglementé. Une brève description de l'ajustement du contingent, parce qu'annuellement, il y a du contingent qui est calculé pour soit la hausse, soit la baisse et tout ça. Des notions de transfert de contingent, si on veut faire un achat, une vente, une location, les instructeurs aux ingénieurs forestiers. Fait que grosso modo, c'est de l'information générale qu'on retrouve à l'année longue sur ce site-là. Par la suite, il va y avoir un onglet qui s'appelle émission d'entaille. Donc, sur cet onglet-là, on va aller vous discuter, vous proposer de l'information sur une émission d'entaille d'ordre général. Donc, l'an passé, on a eu en 2023, on a annoncé un 7 millions d'entailles. Donc, cette information-là, c'était tout ici où elle se trouvait. Maintenant, la page a été vraiment raccourcie et nettoyée parce que l'information était plus pertinente parce que l'émission d'entaille est terminée. Donc, pour nous, pour aujourd'hui, ce qui nous concerne, ça va être l'onglet contingent pour la relève à séricole. Sur cet onglet-là, vous allez y retrouver vraiment tout ce qui est pertinent pour vous en termes de critères d'admissibilité, de formulaire. Comme Linda vous parlait un petit peu plus tantôt, là, au niveau de la feuille de pointage, on la retrouve ici. On va retrouver ici aussi les critères d'admissibilité. Bon, tout ce qui est là ici, c'est un extrait du règlement qui explique qui peut participer, c'est quoi l'âge, exactement tout ce que Linda vous a présenté tantôt, on le retrouve ici sous forme de texte. Encore là, avec d'autres liens qui vont vous amener sur des hyperliens de nos partenaires comme le MRNF, qui est le ministère pour les terres publiques, les terres de la couronne. Donc, on va expliquer aussi c'est quoi les critères d'admissibilité pour une personne morale, une société, tout ça, les dates limites, qu'est-ce qu'on doit transférer, qu'est-ce qu'on doit soumettre comme documentation. Et là, j'en passe, on parle des pointages et voilà. Au bout de la page, en bas, vous allez retrouver des documents qui sont intéressants pour vous et votre ingénieur forestier. En fait, les instructions avec les nouvelles normes d'entaillage, ils sont ici. Et là-dedans, on va avoir l'annexe 2 qui est inclus juste en dessous. On va avoir le formulaire papier qui est l'annexe 6 pour ceux qui veulent soumettre papier. Mais par contre, moi, je vous recommande de le soumettre sous forme électronique parce que vous allez avoir une confirmation immédiate comme quoi votre document a été soumis. Puis, si vous voulez y faire des modifications, vous avez toujours le droit de revenir dans votre demande parce qu'elle reste ouverte jusqu'à la fin du programme au 15 juin. La grille d'évaluation, le fameux pointage de 75 points, là, c'est l'annexe 7 qu'on trouve ici. Puis, Mathieu l'a mentionné, le foire aux questions, je peux vous l'ouvrir là dans une nouvelle fenêtre juste pour vous montrer. Il y a vraiment comme une trentaine de questions là-dedans qui ressemblent un peu à celles qu'on recevait tantôt dans le chat avec des scénarios. Si moi, je suis comme ça, si la Terre est comme ci, qu'est-ce qu'on fait, quel genre de documents vous avez besoin si ma situation c'est comme ça, est-ce que j'ai le droit de dans ce contexte-ci? Bon, il va y avoir 30 questions comme ça avec des scénarios. Ici, c'est un petit tableau qui est très pertinent pour savoir si on doit soumettre un bail ou non quand on sait c'est qui le demandeur puis c'est qui le propriétaire du lot ou de la terre. Bref, au niveau des diplômes, au niveau de la lettre de finances qu'on doit soumettre et tout, etc. Donc, moi, je vous recommande fortement d'aller jeter un coup d'œil sur ce Q&A-là, ce foire aux questions-là qui est très utile, qui va pouvoir vous aiguiller. Vous allez voir tout ce qui est pertinent pour vous. Puis après, si vous ne trouvez pas ce qui est pertinent pour vous, là, je vous invite à nous téléphoner au centre d'appel. On va pouvoir vous aider. Fait que je m'y lance sans plus tarder. J'ai un bouton ici qui s'appelle « Soumettre une demande ». Donc, quand on va cliquer sur ce bouton-là, on va avoir une page ici qui nous amène sur une inscription. Pour ceux et celles qui ont soumis l'an passé, vous vous êtes inscrit avec un courriel. Vous pouvez donc retourner dans votre compte avec votre courriel. Si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez ici sur le lien « Mot de passe oublié ».
un nouveau mot de passe va être envoyé dans votre compte et puis vous allez pouvoir faire réinitialiser votre mot de passe puis rentrer dans votre compte. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas de compte, je vais en créer un. Donc, je vais peser sur le bouton ici « Créer mon compte », puis je vais aller m'en créer un avec un courriel générique des PayPal. OK, on va du clavier. OK. Donc, ça, c'est mon courriel. Donc, un peu comme on se crée un compte sur plein de sites Internet, là, quand on veut fournir un formulaire quelque part, on va se créer un compte ici pour les PayPal, puis ça va nous permettre de rentrer dans le système pour avoir un formulaire pour déposer un projet. Exactement. Donc, c'est super simple. C'est un mot de passe qu'on se souvient, puis c'est avec il n'y a pas de critères de majuscules ou de normes, de chiffres ou de quoi que ce soit. C'est vous mettez votre courriel et un mot de passe, puis après ça, vous le voyez ici, la confirmation a été créée. Fait qu'il faut que j'aille voir dans mes courriels à moi. Fait que je vais aller, ce sera pas long. Est-ce que vous voyez mes courriels à l'écran? Non, on voit seulement ton écran du formulaire. Donc, ce qu'on ne voit pas en arrière de l'écran, puisque vous allez devoir faire, les producteurs qui nous écoutent, c'est tout simplement d'aller sur votre boîte courriel, aller authentifier, dans le fond, la création de compte, puis ensuite, vous allez pouvoir accéder au compte. Fait que là, moi, je suis dans mon Outlook, je suis allée activer mon lien qui me permet de dire que c'est beau, mon courriel a été confirmé. Donc, je vais juste faire un petit refresh ici pour retourner à la page de connexion parce que j'ai été confirmé mon courriel. Je vais me reconnecter ici. Puis là, je suis rentrée dans le web producteur. Fait que ça, c'est la plateforme que les producteurs ont accès. Pour les producteurs qui sont déjà en production, ils ont accès à ce site-là, mais on a créé un mini web producteur pour faire des demandes d'entaille en ligne. Donc, c'est très restreint l'information que vous avez ici. La seule chose que vous avez, c'est les formulaires ici avec l'émission d'entaille. Donc, aujourd'hui, on va demander la relève, mais si ça sera une année où on aura une émission d'entaille, bien, on irait soit en démarrage ou en agrandissement. C'est la même chose, on se crée un compte et puis on rentre dans le mini web producteur. Donc, je m'en vais dans la demande. Ici, c'est très simple. Là, ce qu'on voit, on nous le dit là, que la date limite pour transmettre la demande, c'est le 15 juin au 2024. Il n'y a pas autre chose. Fait que si on veut retourner sur la page du ppac.ca, on a juste à cliquer ici pour retourner dans l'onglet qui nous amène aux critères d'admissibilité ou toutes les autres informations additionnelles qu'on a vues. Fait que sans plus tarder. Vous voyez, en haut de la page, ici, il va y avoir 4 sections. Fait que l'identification, la description du projet, la déclaration et engagement, puis la visualisation de la demande. Donc, si vous prenez l'exemple d'un formulaire papier puis vous le mettez côte à côte avec le web producteur, c'est copier-coller, c'est exactement la même chose. On n'en demande pas plus un que dans l'autre. Donc, ce que vous avez à remplir ici, moi, je le trouve en fait très... je vais utiliser un anglicisme, friendly, je le trouve très... facile d'utilisation. Oui, je le trouve facilisation parce qu'il va y avoir des messages d'erreur qui vont vous dire que vous ne pouvez pas continuer plus loin si vous n'avez pas rempli les champs obligatoires. Fait que c'est comme un peu très dur de manquer un point ou de ne pas avoir téléchargé un document qui est obligatoire parce que tu vas avoir un message d'erreur, tu n'auras pas le bouton « Continuer, passer à la prochaine étape » si tu n'as pas fait ce que tu devais faire pour cette section-là. Versus si vous faites des papiers, bien là, vous ne savez pas trop si la case devait être cochée ou répondue ou non. Puis, c'est facile d'en manquer plus sur le papier que sur l'électronique. Ou d'oublier un des documents qu'il fallait joindre à la fois au formulaire. Exactement. Puis, je vais vous le montrer. Vous allez voir, je vais faire exprès pour faire des erreurs dans le document, juste pour vous montrer à quoi ça ressemble, les petites notes qu'on reçoit. Fait que moi, je vais faire une demande au nom de Test. Vous comprenez parce que je suis un test. Je ne veux pas soumettre une vraie demande pour qu'on puisse m'identifier quand on va la recevoir. Je suis un individu. Aujourd'hui, c'est moi qui passe une demande pour moi, mais si j'étais une entreprise, je pourrais venir choisir n'importe quelle des autres et puis je vais vous montrer ce que ça fait. Si vous sélectionnez une entreprise, une société par action ou que ce soit une société, une SENC ou peu importe, vous allez avoir une section qui va s'ouvrir sous bas, qui va vous demander ici de joindre tous les documents. Ce que Linda faisait référence à plutôt quand elle disait si vous êtes plusieurs ou une entreprise, chaque personne doit absolument soumettre sa pièce d'identité. Vous êtes 3, vous devez soumettre 3 pièces d'identité. Vous êtes 8, vous soumettez les 8. Vous êtes une, si vous soumettez la vôtre. Quand on parle de pièces d'identité, on va vous demander soit d'avoir une photo de votre carte d'assurance maladie, photo de permis de conduire ou une photo de passeport. On a besoin de vous identifier avec un document gouvernemental. Fait que moi, je suis un individu.
ici, déjà, on ne me demande pas les informations parce qu'on va me les demander un petit peu plus bas, en bas, que je puisse télécharger ma pièce d'identité. Donc, mon adresse, ce que j'ai à faire, j'ai juste à m'identifier comme madame, puis là, je vais venir mettre ici mes informations de qui je suis. Mon année de naissance, mais en fait, il faut vraiment que je sois éligible pour passer avec la relève entre 18 et 40 ans. Fait que je suis née en 1985, plus taxes. Donc, c'est 40 ans à la date du 15 juin maximum, c'est bien ça? Exactement, oui. Fait qu'au 15 juin maximum, il faut avoir 40 ans. La machine te laissera pas, le système ne te laissera pas passer si tu as plus de 40 ans au 15 juin. Parfait. Donc, mon adresse. Vous voyez, je peux mettre n'importe quoi qui n'a pas de lien. Je peux mettre une rue qui est à Longueuil, puis la ville de Montréal, puis la province de n'importe où. Le système n'est pas intelligent pour dire il y a une erreur dans l'épellation ou il y a une erreur, ce numéro de porte-là ne fit pas avec l'adresse. Fait qu'il faut vraiment être diligent quand vous entrez les informations ici parce que le système ne fera pas de correction pour vous. Donc, le système, il va voir si on n'a pas rempli un champ, mais il ne va pas juger le champ en tant que tel. Il ne valide pas les champs. Fait qu'il faut faire attention. Oui. Mais il y a quelque chose que tu vas probablement nous montrer tantôt puis qu'on peut voir, c'est qu'on peut commencer à remplir son formulaire dès maintenant, puis retourner au formulaire quelques fois d'ici au 15 juin. Puis on pouvait attendre le 14, le 13. Idéalement, on essaie de prendre un petit peu plus d'avance que ça, mais vous pourriez attendre au 15 juin, l'envoyer seulement le 15 juin, puis revérifier plusieurs fois ce que vous avez écrit, relisez-vous plusieurs fois, parce que vous avez accès au formulaire en temps réel en ligne une fois que vous avez commencé à le remplir. Puis vous pouvez toujours aller voir c'est quoi les documents que vous avez téléchargés aussi. L'attestation du projet ici, fait qu'on vous demande, est-ce que vous soumettez le même projet qu'une année antérieure? Donc, juste pour récapituler ici, quand on parle d'un projet identique aux années précédentes, parce que si j'ai soumis en 2023 puis j'ai pas été pigé, j'ai le droit en 2024 de remettre le même projet pour avoir 2 balles dans le boulier, comme Linda expliquait. Maintenant, c'est quoi un projet identique? C'est ces critères-là ici. Fait que la personne qui le demande, c'est le même. Fait que si c'était moi qui l'ai demandé, il faut que ça reste moi. Ça ne peut pas être moi avec mon conjoint cette année, sinon ça c'est plus le même projet. Est-ce que j'ai encore entre 18 et 40 ans? Si j'ai rentré à 41, ça ne fonctionne plus, je ne suis plus éligible. Est-ce que le plan d'érablière il est inchangé? Fait que ici, la nuance, là, on va me poser la question, on se pose peut-être la question de dire, ben là, les normes d'entaillage ont changé, oui, mais votre plan, lui, il reste valide. Il est valide pour une durée de 15 ans. La seule nuance, c'est que vous devez vous demander à votre ingénieur forestier qui corrige, qui vous émette, en fait, une nouvelle annexe 2 avec un nouveau potentiel d'arbres avec les nouvelles normes d'entaillage. Parce que le potentiel, le nombre va changer parce que c'est plus le même que les années précédentes. Donc, si vous soumettez un annexe 2, ça va quand même rester le projet identique à l'année précédente. On ne vous pénalise pas parce que vous avez changé votre annexe 2. C'est la réglementation qui a changé. Fait que le secteur et le lot sont inchangés. Fait que je vais le demander encore sur le même lot, à la même place, dans la même MRC, mais c'est le plan d'érablière va être le même. C'est juste l'annexe 2 encore là qui est inchangé, qui va être modifié, pour les normes d'entaillage. Donc, je ne peux pas dire, ben là, finalement, je vais changer de lot, je vais changer de secteur, je vais prendre le lot dans le fond, celui d'en avant. Ça ne sera plus le même projet, ça ne fonctionnera pas. Puis le nombre d'entailles aussi. Si jamais, excuse-moi de t'arrêter une seconde, Pascal, si jamais ce n'est pas un changement de lot, mais un ajout d'un lot de plus, c'est aussi un projet différent. Là. C'est différent. On a fait des modifications, c'est pas pareil. Fait que le nombre d'entailles demandé va changer à cause des normes d'entaillage. Ça, c'est correct. Fait que on n'a pas le choix, là. Je veux dire, ça va sûrement changer. Ça ne changera pas de 5 000, là, mais le nombre va changer. Fait que ça aussi, ça reste correct en autant que ça a du sens avec la nouvelle annexe 2, puis que le reste n'est pas changé, ça va être accepté. Donc, si jamais je dépose mon projet, qu'il n'y a rien là-dedans qui a changé, je vais pouvoir avoir une balle de plus dans le boulier. Je n'ai pas vu rien sur le financement dans ces critères-là. Si mon financement a changé un petit peu, que mon institution financière, c'était X, c'est devenu Y pour ce projet-là, est-ce que ça change de projet? Non, ça ne change pas de projet. Puis ça, on va le voir un petit peu tantôt pour le financement. Puis aussi, on va dire, à chaque année, la banque doit nécessairement faire une nouvelle préapprobation d'un crédit ou d'une marge de crédit ou de quelque chose. Je veux dire, fait que c'est normal que la lettre de crédit va changer
Ça se peut que tu as magasiné ton taux d'intérêt puis que tu allais avec Desjardins au lieu d'aller avec la Banque nationale, puis c'est correct. Sauf qu'il faut que ça soit encore à ton nom à toi, ce crédit-là, que ça soit encore tes fonds à toi ou un bailleur de fonds qui va te représenter avec les informations que tu vas donner. Puis, vu que excusez-moi, le règlement a changé au niveau des normes pour les dates sur les... Je cherche mes mots, excusez-moi. La date sur la feuille de financement. Oui, merci. La lettre de financement. Bien, ça aussi, fait que dans les années précédentes, on acceptait les anciennes lettres qui étaient tout le temps resoumises, copier-coller, mais ça ne fonctionne plus. Même si c'est pas, vous n'avez pas changé de banque, vous avez juste soumis la même que l'année d'avant, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'elle soit vraiment, puis je vais souligner, puis je vais mettre en jaune fluo, il faut qu'elle soit datée des 6 derniers mois pour être éligible. Si elle est datée de l'année passée, ça ne fonctionnera pas. Fait il faut s'assurer que la lettre de financement qu'on a, elle a 6 mois et moins. Donc, si on a déposé l'année passée, il faut une nouvelle lettre de financement. Oui. C'est pas mal automatique. Il y avait justement un producteur qui se posait la question tantôt dans le chat. Donc, on peut confirmer qu'il faut une nouvelle lettre de financement donc datée des 6 derniers mois là, pour pouvoir déposer un projet. Oui. Même si c'est le même projet que l'année précédente. Oui, même si c'est le même projet, même si c'est avec la même institution financière. Il y a eu beaucoup de mouvements dans l'économie, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des taux, puis les prêts, puis c'est plus pareil. Fait que les banques ont changé leurs critères. Puis nous, on veut juste s'assurer que les gens qui font des projets sont encore des projets sérieux d'envergure, puis qui ont les reins assez solides pour les soutenir monétairement, puis qu'ils ont la possibilité que l'institution financière vont les accompagner là-dedans, puis que ça soit un accompagnement qui est récent des 6 derniers mois, pour s'assurer que c'est encore viable comme projet. Parce que l'année passée, le taux d'intérêt pouvait être à 3 %, mais cette année, il va être à 5,5 %. C'est pas la même chose. Là. C'est pas le même investissement. Parfait, mais on peut peut-être continuer dans c'est bon. Donc, ici, dans cette section-là, c'est à moi de dire est-ce que je soumets le même projet que l'an passé, oui ou non. Fait que je vais vous dire oui, je soumets le même projet que l'année passée avec mes corrections de mon annexe 2 puis ma lettre de financement. Puis, je vais vous mentionner de quelle année je soumets le même projet. Fait que ça se peut que ça soit depuis 21 que j'envoie mon projet puis que je suis pas chanceuse puis que je suis pas sélectionnée. Ça se peut que ça soit juste à partir de 2022 que j'ai commencé ou que ça soit à partir de 2023. Si c'était 2021, ben j'aurais 4 balles dans le boulier puis ça serait juste l'an passé, mais j'aurais juste 2 balles dans le boulier. Fait qu'on va dire que je le soumets pour l'an passé. La section 1.3 ici, c'est les associés, les propriétaires, c'est les personnes qui sont inclus dans ce projet-là. Fait que moi, je vous l'ai mentionné un petit peu plus haut, j'étais toute seule, c'est juste moi. Fait que vous le voyez ici, c'est moi, Testès, qui est là avec ma date de naissance. Mais vous voyez le petit logo ici, là, la petite bulle rouge avec le point d'exclamation qui dit ici qu'il manque quelque chose. Fait que quand on met notre curseur dessus, on le dit, là, il manque un attachement. Tu peux pas aller plus loin de toute façon. Si j'essaie d'aller en bas, mon bouton il est grisé ici, là, ça marche pas. Je peux pas cliquer parce qu'il manque encore des informations puis des pièces jointes. Donc, quand on va voir ce petit logo-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on clique sur le petit crayon, puis ça va venir nous dire dedans qu'est-ce qui manque. Fait que moi, je vais le voir, je suis un individu. Mon pourcentage ici est obligatoire. Fait que je vais venir le dire, je suis toute seule, je suis à 100 %. Mon nom, mon prénom, ma date de naissance, c'est beau. Ça a tout été copié-collé de ce que j'ai déjà entré dans le système. Ça me demande. On a besoin de le remplir 2 fois, dans le fond. Le système l'a déjà vu. Exact. Si on était 2 personnes, bien, il faudrait que j'aille ici ajouter une autre personne. Mais là, moi, je n'ai pas le bouton qui est disponible parce que j'ai mis que j'étais toute seule. Mais si je change mon pourcentage ici, puis je me mets à 80, le système va comprendre que je peux ajouter quelqu'un. Et que je vais pouvoir aller ajouter une autre personne après pour l'autre 20 %. Fait que moi, je vais me laisser ici à 100 %. Puis je vais juste aller joindre la photocopie de ma candidature ici. Vous le voyez, permis de conduire, carte d'assurance maladie, certificat de naissance, passeport, tout ce qui est gouvernemental va être autorisé. Donc, moi, je vais aller ici, je vais aller dans mes documents, puis je vais aller chercher ma pièce d'identité. Je la télécharge. C'est super important. Cliquez sur le bouton « Ajouter ». Ça ne se fait pas automatique. Vous la sélectionnez, il faut l'ajouter. Vous la voyez après ici, puis au bout, vous le voyez avec l'œil. Fait que si vous voulez aller voir c'est quoi, vous cliquez sur l'œil, vous allez la télécharger, puis ça va vous montrer exactement ce que vous venez de rentrer. Bon, moi, c'est un document vide, là, mais bon, ça vous le montre, c'est quoi. Si vous voulez le supprimer parce que c'est une photo de choc que vous avez téléchargée à la place, oups, je supprime. Est-ce que je veux vraiment supprimer pour aller dans télécharger un autre? Je vais cliquer oui, puis je recommence l'exercice pour aller en ajouter une bonne. Quand je parlais de l'exemple tantôt, Pascal, de remplir son formulaire, de revérifier par la suite, ça fait partie des choses qu'on peut revérifier, toutes les pièces jointes qu'on a mis en cliquant sur le petit œil, donc le petit visuel, ça permet de revérifier, oui, c'est bien le bon document que j'ai déposé au bon endroit.
Oui, ça vous le dit, c'est visualiser ou à côté, ça va vous dire supprimer. Donc, moi, je suis satisfaite avec les informations que j'ai rentrées, j'ai sauvegardées. Je vais cliquer à enregistrer. Je passe à la section 1.4. Là, ça va me dire l'adresse de l'érablière. Oui, c'est la même que mon adresse postale. Puis là, vous voyez, mon bouton ici est plus grisé, je peux cliquer. Je vais enregistrer pour passer à la prochaine. Puis vous voyez maintenant, j'ai un petit crochet vert ici qui me dit que la portion identification a été faite. Si j'en ai eu assez pour aujourd'hui, puis là, il faut que j'aille faire le souper parce que je passe à autre chose, je peux laisser ça là, je peux fermer la page, je peux me déconnecter, je peux partir et revenir à un autre moment donné, puis je vais pouvoir retourner à la place où ce que j'ai arrêté aujourd'hui. Ça va avoir sauvegardé la page identification. Je vais continuer à la section 2 qui est la description du projet. Fait que si j'arrête en plein milieu ici puis je m'en vais, ça ne sauvegardera pas. Il faut vraiment que j'aille passer la page à côté. Fait qu'il faut que j'aille passer à l'étape suivante. Fait que je peux retourner en arrière, modifier, ou je peux remplir celle-là pour essayer de passer à l'autre après. Donc, ce qui est sauvegardé, c'est une page complétée. Exact. Fait que là, pour la section numéro 2, ici, on va parler de la description du projet. Fait qu'on va le voir encore, des champs obligatoires. Fait que là, on se pose la question, est-ce que c'est pour une érablière sur laquelle il y a déjà du contingent, oui ou non? Ou ça dit pour une érablière pour laquelle un contingent est déjà mis, que le demandeur achète ou loue plus tard dans l'année qui suit la demande. Fait que ça répond un petit peu à la question que Linda a répondu aussi tantôt. Si j'achète l'érablière dans pas long, mais je ne l'ai pas encore exploité, je l'achète au courant, je l'achète pour partir ce projet-là, mais ça serait celle-là que je cliquerais. Mais là, moi, c'est pour une érablière, mais il n'y a pas de contingent, fait que je suis une productrice sans contingent, puis je vais en demander je vais y aller pour 1000 entailles. Puis on le voit ici, c'est pour le projet de la relève, c'est entre 500 entailles et 25 000 entailles. Puis pour une érablière qui a déjà un contingent qui n'a pas été exploité, c'est un maximum de 10 000 qu'on peut demander. Donc, la section 0.2, les plans d'érablière, on dit qu'on doit fournir un plan. Donc, moi, je suis prête, j'ai déjà téléchargé, j'ai déjà mis dans mon ordinateur mes informations de mon ingénieur forestier, j'ai mon annexe 2 prête, puis j'ai mon plan d'érablière aussi qui est prêt. Fait qu'ici, on nous dit qu'on doit soumettre le plan d'érablière puis le formulaire de l'ingénieur forestier. Puis là, on nous explique que encore, c'est un récapitulé un petit peu de ce qu'on a mentionné tantôt. Le contingent va être émis sur la moyenne des 5 dernières années. Donc, le contingent va être émis à 3,29 cette année. On vous dit soumettre un document. Vous faites un choix. Je vais commencer avec le plan d'érablière. Je vais choisir le document. Encore là, je m'en vais dans mes dossiers. Je prends mon plan d'érablière. Je dois l'ajouter pour le voir apparaître en bas. Il est là. Même chose que tantôt. Je peux soit aller valider que c'est lui ou le supprimer pour passer à autre chose. Puis là, je dois aller ajouter mon annexe 2. Donc, je vais aller choisir mon annexe 2 dans mes documents. Je vais l'ajouter également. Puis là, je vois, j'ai les 2 documents ici, sont prêts, puis tout est beau. Je passe à la prochaine section. Est-ce que cette érablière-là est sur les terres privées, sur mes terres à moi, sur une terre en location, sur une terre publique? Donc, moi, je suis propriétaire de la terre. Je demande 1000 entailles. Puis la date de l'achat de l'érablière, je ne sais pas, on va dire que je l'ai acheté au mois de janvier. Là, ça me demande, dépendamment de ce que je choisis ici comme type de terre, que ce soit sur la terre privée, sur la terre en location, sur la terre du MRNF, les choix de documents à télécharger vont varier. Parce que là, moi, je suis en terre privée, je vais décider de donner le compte de taxe comme preuve que la terre m'appartient. Je vais venir ici, je vais télécharger mon compte de taxe pour l'année en cours. Je vais l'ajouter. Et voilà, mon compte de taxe est dans le dossier. La description du projet. Bon, qu'est-ce que c'est ça ici? Est-ce que c'est une nouvelle érablière? Est-ce que c'est une érablière qui détient déjà du contingent jamais exploité? Nombre d'entailles? Il faut répondre à toutes les questions. Moi, je dis que c'est une nouvelle érablière. Nombre d'entailles demandées encore, je reconfirme. Puis mon rendement espéré, je vais dire, je vais y aller mollo cette année, j'attends un 3,5 livres à l'entaille. Ensuite, la situation sur mon projet actuel. J'ai acheté une terre, mais je ne suis pas full equip. J'ai quelques affaires dessus, je n'ai pas tout. Fait qu'on va venir regarder ici comment inscrire ces affaires-là. Oui, j'ai déjà la cabane dessus. L'année a été mise en 1999. Le montant d'investissement, je pense qu'il avait payé 20 000.
On a une question intéressante de Lily Oui. Labelle, Pascal. Oui. Elle se demande si c'est possible de faire une demande hybride, dans le fond, pour une propriété et pour une terre louée sur un même projet. Par exemple, si on te rajoutait un 1000 entailles louées en plus des 1000 entailles que tu possèdes pour ton projet, est-ce que ça serait possible? Oui, tu peux faire une demande sur terre privée, puis en location. Fait que la moitié sur une terre privée, puis la moitié sur la location. Il faut juste que tu donnes ton type de propriété, puis que tu donnes ton bail pour l'autre moitié. Il y a Mélanie aussi qui se demande, parce qu'on peut faire une demande de 5000 entailles, puis finalement, dans le projet, on l'a mentionné tantôt, je pense, il faut 3 ans pour réaliser notre projet, donc pour exploiter les entailles qui vont être offertes si on gagne. Est-ce qu'on peut seulement en exploiter 2000 finalement à la fin? Oui, mais tu vas perdre les autres 3000, tu ne pourras pas les exploiter avec contingent. Parfait. Mais tu peux aussi, si tu as 3 ans pour installer 5000, tu peux en installer 1000 la première, 2000 la deuxième, puis 2000 la troisième aussi. Mais si toi, tu dis finalement, c'était trop d'envergure, puis je suis capable d'en installer juste 3000, d'en gérer 3000, ben t'en installes 3000, mais t'en perds 2000 quand même, puis tu ne pourras pas les redemander, ces 2000-là. Dans la section que tu remplis en ce moment, tantôt, on avait des questions sur pas sur la formation, mais sur une érablière qui était déjà en exploitation sans contingent. C'est un peu ici qu'on viendrait mettre en évidence le fait qu'on a déjà acheté un évaporateur, que notre cabane a déjà été construite, parce que je vois année de l'investissement, montant de l'investissement. Donc, si toi, par exemple, tu disais, tu as acheté récemment, la cabane a été construite il y a 3 mois, tu pourrais l'inclure ici. Si elle va être construite plus tard, ça serait plus tard aussi, mais sinon, c'est ici qu'on peut dire, au fond, ce qu'on a déjà sur place. Exactement. Fait que c'est ici où ce que nous, quand on fait les évaluations des projets pour voir la rentabilité du projet, voir le sérieux du projet, si on dit j'ai acheté un lot puis il n'y a rien dessus, il n'y a pas de cabane, il n'y a pas de chemin d'accès, il n'y a pas d'électricité, il n'y a absolument rien, puis je vais faire du sirop d'érable cette année, puis tu me dis que ton investissement, tu n'as pas besoin d'investissement ou tu vas prendre juste tes propres fonds à toi pour investir, mais ça ne fait pas sérieux parce que ça va te coûter vraiment cher, là, partir à zéro juste sur un lot qui est vierge, de mettre une cabane, l'électricité, un chemin, l'équipement si tu décides de faire du sirop d'érable. Fait il faut que ça aille il faut que ça soit logique, la description du projet avec le financement qui vient avec, puis les intentions que tu as aussi dans ton projet. Si tu planifies faire juste de la vente d'eau, ben je ne vais pas m'attendre à ce que tu ailles un osmoseur puis un évaporateur si tu fais juste de la vente d'eau. Mais si tu fais du sirop d'érable, on va s'attendre à ce que tous les équipements soient là pour refléter un peu le type de production que tu t'apprêtes à faire avec ça, puis le type de rendement que tu t'espères faire avec le financement qui va venir avec tout ça. Il faut qu'il y ait un peu une logique dans la suite des choses. On peut pas dire juste oui, il faut que ça soit réaliste. C'est un petit peu ça quand nous, on évalue les projets, on regarde vraiment la totalité des choses pour dire, OK, ben il a acheté une terre, il y a déjà sa cabane, son chemin d'accès, son électricité dessus, mais ça va juste faire de la vente d'eau. Ben je comprends qu'il n'y a pas besoin de s'acheter un osmoseur puis un évaporateur puis des cannes, il ne fera pas de sirop, il va juste faire de la vente d'eau. Fait que tu sais, si ces informations-là ne sont pas décrites dans le projet, c'est pas une pénalité, tu n'en as pas de besoin pour le type de projet que tu planifies faire. Un petit peu ça, la logique. Je vais poser une deuxième question à propos du fameux bail là, qu'on mentionnait tantôt. Si on rajoute dans ton projet finalement une section louée, elle se demande si le bail doit être notarié ou s'il y a une autre forme qui peut être acceptée. En fait, au niveau des baux, il faut que le bail soit, ça peut être un bail de gré à gré, mais il faut qu'il soit publié au registre foncier. Donc ça, le publier au registre foncier, c'est seulement un avocat ou un notaire qui peut le faire, ce service-là pour toi. On n'est pas obligé d'avoir un bail notarié, mais publié. Puis, il faut vraiment que ça soit un bail de 15 ans. Ça, c'est super important aussi. Là. C'est des bails de 15 ans qu'on accepte pour les nouvelles entailles. Si, bon, ben, une autre affaire, parce que ça me fait réfléchir à chaque fois que je donne une réponse. Là. Si tu as soumis un bail l'année passée pour ta demande de relève, ben c'est sûr que je ne vais pas te dire ressoumets-moi un nouveau bail de 15 ans. Il te reste 14 ans sur ton bail. C'est suffisant parce que c'est le même projet que l'an passé, tu as soumis avec le même bail, puis ce bail-là est encore en vigueur, ou la promesse de bail est encore en vigueur. Ça va, ça aussi. Là. Ça permet de rappeler, parce que je vois une question de Normand Saint-Amour, là, ça permet de rappeler quelque chose qu'on a mentionné tantôt. Si jamais le nom de la personne demandeur et le nom de la personne qui est propriétaire de la terre ne sont pas la même personne, même si c'est un couple, même si c'est une famille, il faut qu'il y ait une location entre les deux personnes. Donc, tantôt, on avait l'exemple d'une personne qui disait « Mon conjoint possède la terre, mais c'est moi qui fais le projet ». Ça va prendre une location entre les deux. Oui. Le Normand, lui, il nous dit que
La terre familiale appartient au grand-père, c'est le petit-fils qui veut faire, donc qui veut éventuellement acheter la terre, mais qui veut faire une demande de contingent. S'il y a une preuve d'achat, ça va devenir un achat, c'est correct, mais il faudrait qu'il y ait une preuve ou une intention d'achat qui soit déposée. Autrement, c'est une location qui doit être faite à ce moment-là, puis qui doit être déposée parce que c'est deux noms différents, même si c'est la même famille. Oui. Fait que les promesses d'achat sont bonnes aussi, là. Oui. C'est sûr qu'on comprend qu'à certains moments, l'érablière n'est peut-être pas encore achetée par la personne parce que le projet n'a pas encore de contingent attaché au projet. Donc, une fois qu'il y a un contingent qui est attaché au projet, bien là, la promesse d'achat pour nous, elle va être valide à ce moment-là. Exact. La même chose pour le bail. On ne fera pas quelqu'un faire un bail avant d'avoir du contingent. Fait que la promesse de bail fait foi au début. Puis quand c'est le temps de donner l'offre de contingent, bien là, il va falloir que tu nous donnes le bail que tu nous as promis pour qu'on puisse émettre le contingent. Parfait. Donc, après le tirage qui va avoir lieu cet été. Exact. Super, on peut continuer. Oui, donc, OK, je vais juste continuer à inventer un petit peu c'est quoi mon projet ici. Fait qu'on va dire que j'ai un chemin d'accès, puis on va me dire quand est-ce qu'il a été fait là aussi. On va dire qu'il date de 1999. Puis ça, je ne sais pas combien il a coûté, malheureusement. Est-ce qu'il y a de l'électricité? Je vais dire non. Je planifie en faire en 2025, puis je pense que ça va me coûter pas mal cher. Fait que je vais mettre un gros 40 000 là-dessus. Donc, dans ton exemple, ce qu'on voit, c'est qu'on peut aussi mettre nos intentions, les projets qu'on veut faire dans le futur, on peut les indiquer. Exact. Fait que oui, tu sais, j'ai pas un évaporateur, il va falloir que je m'en achète un, puis ça, je sais pas, peut-être je vais me l'acheter plus tard, tu sais, comme plus loin dans mon projet, fait que je peux mettre 2026 ici, je vais l'acheter, peut-être usagé, je suis pas trop sûre. On verra combien ils sont rendus dans ce temps-là, puis je vais mettre, je sais pas moi, 25 000 ici, peut-être que ça va me coûter plus, peut-être moins, mais au moins, tu sais, je planifie dans mon projet en 2026 faire cet investissement-là. Est-ce que j'en ai un? Ça, je vais dire non, j'en ai pas, puis oui, j'en ai une. Bien là, il va falloir que je dise de quelle date, ça aussi, ça date, puis j'ai juste à mettre... en fait, on n'est pas là pour valider les dates ou juger l'année d'investissement que vous prévoyez le faire ou quand est-ce que ça a été fait au moment où la cabane date de belle lurette. C'est juste qu'on veut voir ce qui existe, puis est-ce que ça match avec le type de projet que vous voulez faire. Avec la station de pompage... il faut juste aller écrire non pour éviter de mettre des données. Fait que là, on voit ici, ben, le total de mon investissement, c'est 85 000. Puis, on va me dire le revenu acéricole que moi, je pense faire avec cette érablière-là. Fait que je vais aller dire, ben, moi, je pense faire 100 000 par année avec mon projet. Puis, je pourrais dire, ah oui, c'est super important que vous sachiez, moi, j'ai la mécanique là-bas, fait que je veux dire que j'ai beaucoup de camions, puis j'ai beaucoup de tubulures. Je vais rajouter, j'ai de la tubulure super neuve sur place. Je vais dire oui, c'est là, puis je vais dire à partir de quelle date que ça date. Fait que je peux venir rajouter des informations supplémentaires aussi. En tout dépendant de votre projet, dans le fond, on pourrait penser à un projet qui est sur plusieurs lots différents. On pourrait indiquer, comme tu dis, qu'il y a des camions pour faire du transport d'eau d'un lieu à l'autre jusqu'au lieu de bouillage. Donc, tout ce qui peut être pertinent dans votre érablière que vous avez déjà fait comme investissement, que vous prévoyez faire, ça peut être intéressant de les rajouter là. Exactement. Il y a Sam qui se demande s'il faut déposer des factures, dans le fond, des investissements qui ont été faits les années passées. Non, pas besoin de facture. Parce que sur votre plan d'érablière, on va quand même voir c'est quoi les installations qui existent. Fait qu'on va comparer ça avec ce que vous mettez aussi dans votre formulaire. Parfait. L'utilisation de mon eau d'érable, est-ce que je prévois faire du sirop ou est-ce que je prévois faire du bouillage à forfait ou vendre de l'eau? Fait que si moi, je vais dire, dans mon projet, je prévois faire du sirop d'érable. Fait que s'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste que je ne peux pas cocher 8 affaires en même temps, c'est juste un ou l'autre, les choix. Si jamais notre projet, c'est de faire du bouillage à forfait pour les premières années, puis plus tard de faire du sirop, ce qu'il faut qu'on indique, au fond, c'est ce qu'on va faire maintenant avec le projet. Là. C'est exact. Les premières étapes. Puis on a le droit de changer d'idée plus tard après aussi. Là. Il n'y a pas rien, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est juste que vous devez nous indiquer c'est quoi votre projet imminent. Là, maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Puis après ça, en cours de route, si vous voulez changer, il n'y a pas de souci. Là. Vous ne devez pas nous informer en tant que tel. Vous allez devoir le faire, par contre, sur votre fiche d'enregistrement annuellement, vous déclarer c'est quoi vos intentions de production. Mais là, c'est juste pour partir le projet, c'est quoi que vous avez l'intention de faire. Il faut aussi être conséquent par rapport à ce qu'on a écrit dans le reste du document. Si on a écrit qu'on n'avait pas d'évaporateur puis qu'on dit qu'on va faire du sirop, il y a peut-être quelque chose qui va sonner une cloche quelque part. Là. Au contraire, si on n'a pas d'évaporateur puis qu'on explique plus tard qu'on va faire du bouillage à forfait, bien là, ça devient réaliste comme projet. Exact.
Pour le mode de commercialisation, ben moi, je vais le faire en vrac. Fait en vrac, c'est livré au PPAQ ou bien un acheteur autorisé en gros contenant. Fait que je vais tout livrer mon sirop. Mais je pourrais aussi dire, ben je vais faire aussi du VDI parce que l'épicerie au coin de la rue veut m'acheter des cannes. Fait que je pourrais faire les deux ici ou juste un ou l'autre aussi. Ceux-là, tu peux faire les deux modes de commercialisation. Le fameux financement du projet, c'est ici, là, puis on l'a même mis en gras pour que ça soit clair, que ça sorte un petit peu de l'écran, là, que le projet, excusez-moi, pas le projet, mais la lettre de financement doit être mise au cours des 6 derniers mois. Donc, soit par les institutions financières ou le bailleur de fonds qui prouve par un accompagnement du projet financier la lettre d'institution financière. Donc, je vais aller sélectionner ici ma lettre de banque. La même chose. Ah, puis c'est intéressant de vous mentionner, moi, je les ai toutes mis en document, là, mais vous pouvez télécharger des formats photos, les JPEG, les PDF ou les Words. Moi, je les ai juste mis en Words parce que c'était plus simple. J'ai fait un copier-coller. Mais je pourrais aller télécharger un PDF en haut, une photo en bas, puis un document plus loin en bas. Et c'est accepté dans le système informatique. Tu as mentionné, Pascal, une lettre de la banque, une lettre de l'institution financière. Ça nous prend vraiment quelque chose qui provient d'une institution financière ici pour être valide. Oui, exact. Vraiment, là, si vous nous soumettez un document, parce que, tu sais, puis c'est un petit peu drôle parce qu'il y a des choses qu'on voit des fois, tu sais, comme au courant des années qui sont passées, on a vu des choses qui nous font préciser avec plus d'ampleur à chaque année. On ne soumettait pas ça, c'est pas valide parce qu'on l'a déjà vu. Il y a des gens qui nous ont envoyé des captures d'écran d'un compte de banque. Je ne veux pas le voir combien d'argent que tu as dans ton compte de banque. Moi, je veux voir l'entête de la banque avec une signature d'un employé de la banque, avec une date, un tampon officiel qui explique c'est quoi qu'ils font comme financement pour vous. Est-ce que c'est un prêt? Est-ce que c'est une confirmation d'un solde dans votre banque? Est-ce que c'est une marge de crédit? Est-ce que c'est un taux d'intérêt préférentiel pour X mois ou quelque chose? Vraiment, que ce soit la lettre qui émette, que ce soit la banque qui émette la lettre à votre nom qui explique c'est quoi. Fait que, tu sais, parce qu'on a déjà vu, genre, du monde qui ont écrit sur une feuille mobile, j'ai l'argent dans mon compte, j'ai pas besoin de financement. Ben, ça fonctionne pas. C'est pas un financement valide pour un projet de relève. Parfait, c'est pas une preuve valide, ça nous prend quelque chose de plus officiel. Exact. Fait que c'est vraiment quelque chose où on voit les informations de la banque sur la lettre. Les formations expériences ici, ben encore là, c'est les deux choses qu'on parlait tantôt. Les formations, que ce soit données par l'UPA, des cours que vous avez pris dans une école technique, un DEP ou les formations au collège, au cégep ou des choses comme ça, où on peut avoir aussi de l'information, de l'expérience de travail dans une cabane à sucre familiale, où on est embauché chez le grand-père à chaque printemps, on allait faire telle ou telle tâche là-bas. Vous faites un CV, et puis vous décrivez c'est quoi vos expériences, ça vient de où, c'est quoi que vous avez fait comme travail, quelle tâche. Comme un CV qu'on ferait pour n'importe quel type d'emploi, mais là, on va focusser vraiment sur le travail en acériculture. Fait que vous le voyez encore. Vas-y. J'allais juste rajouter que tu as mentionné la sériculture, puis évidemment, c'est les éléments les plus importants, mais si vous avez des formations en agriculture, des formations en foresterie, c'est tout aussi valide puis intéressant de les rajouter. Là, on en a beaucoup, des fois, parfois des techniciens forestiers qui veulent se lancer en agriculture. Rajouter toutes les formes d'attestation qui, de près ou de loin, permettent de montrer que vous avez de l'expérience en agriculture. Oui, c'est un très bon point, merci. Fait que, tu sais, pour avoir de l'expérience en gestion aussi, pour expliquer que tu es capable de gérer des employés, tu es capable de faire la comptabilité d'une entreprise, tout ce qui est pertinent pour vous aider à gagner une meilleure évaluation. Encore ici, on voit que j'ai le petit picot rouge ici parce qu'il manque quelque chose dans cette boîte-là. Fait que je vais aller voir c'est quoi mon alerte que j'ai. C'est qu'on me demande que je puisse télécharger ici soit le diplôme ou ma formation. Donc, j'ai des études. Si jamais, au lieu d'études, au lieu de formation, Pascal, on aurait plutôt de l'expérience en érablière, bien ici, on déposerait un document qui explique un peu notre expérience. On noterait au fond ce qu'on a déjà fait dans le passé. J'ai passé, par exemple, 8 ans avec mon grand-père à faire du sirop d'érable ou j'ai travaillé dans une érablière pendant 3 ans, par exemple. Oui, exact. Fait que là, tu viendrais choisir ici plus le type d'expérience travail au lieu d'études. Puis tu irais télécharger parce qu'il faut absolument mettre de quoi. Fait que moi, je vous conseillerais d'aller rédiger un CV de votre expérience. Puis quand vous allez le télécharger, bien, ça va être la même chose. Ça va être un CV que je vais venir télécharger, que je vais ramener ici, qui va
détaillé, c'est toutes vos expériences, le type de travail que vous avez fait et tout, là. Fait que moi, j'ai téléchargé juste mon CV. Je suis capable de passer à l'étape suivante parce que je suis pas obligée de mettre un diplôme ou un CV, mais sachez que si vous mettez un et l'autre, vous avez des points supplémentaires. C'est pris en considération dans votre évaluation. Fait que moi, j'ai un CV. Fait que là, je passe à mon autre section. Vous le voyez ici, je pourrais encore là déconnecter tout, puis j'aurai mes 2 premières sections d'enregistrer. La description du projet est faite, puis ma portion d'identification aussi. Mais finalement, je vais le compléter parce que c'est ma dernière page. C'est là aussi où je fais une déclaration, puis que je dis oui, je suis test et je déclare que… Par rapport aux 2 premières sections, c'est la section la plus courte aussi quand même, celle-là. Oui, c'est celle-là parce que c'est terminé après pour soumettre. Fait que c'est celle qui a le plus de texte en termes de condensation dans un paragraphe. Essentiellement, c'est que vous faites la déclaration que vous correspondez aux critères d'admissibilité, que vous comprenez que vous allez l'exploiter pendant un minimum, pendant au moins 5 ans, à défaut de quoi on pourrait vous le retirer, que vous comprenez que c'est un contingent, bon, puis que si c'est pas… si les conditions ne sont pas respectées, tout ça, il pourrait y avoir la conséquence de perte de contingent et tout le kit. Fait que là, moi, je vais signer mon nom. Je vais le dater. Chez aujourd'hui. Puis, ça dit que là, l'envoi de formulaire parfois par voie électronique fait foi de signature, mais on met, parce qu'on ne signe pas manuscritement ici, mais on signe avec le clavier, mais ça fait foi quand même du document. Oui. Puis là, la fameuse question ici qui arrive, c'est le choix à faire lors d'une émission d'entaille. Fait que supposons que cet été, on va dire, on a besoin d'autres entailles, on fait une émission d'entaille générale, donc on va émettre 7 millions d'entailles. On va avoir des programmes de relève, des programmes de démarrage et d'agrandissement qui vont être offerts. On va faire en sorte aussi qu'on va augmenter le nombre d'entailles qu'on soumet au programme de relève. Puis ça vous dit, dans le cas que vous n'êtes pas pigé au programme de relève, donc on va basculer automatiquement votre soumission, votre projet en démarrage pour vous donner une chance supplémentaire pour participer aux 7 millions. Puis on vous demande ici, si on vous bascule au démarrage, vous voulez être au tirage au sort ou par tranche de 200. Le tirage au sort, c'est la même chose. C'est comme tous les gens qui participent au sort vont dans le boulier, on pige des balles jusqu'à épuisement des stocks. Ou la distribution par tranche de 200, là encore, c'est on fait des distributions. Fait que tous ceux qui ont choisi ce critère-là, on se fait donner 200, 200, 200, 200, 200, 200 jusqu'à épuisement des stocks. Fait que c'est la différence entre le tirage au sort. Tirage au sort, on pige ton projet complet. L'autre, c'est 200 par tour jusqu'à épuisement des stocks. Chaque entreprise doit faire une décision en fonction de ce qui fonctionne pour elle. C'est certain qu'en toute logique, quelqu'un qui exploiterait plus proche de 20 000, 25 000 entailles, on va plutôt vers le tirage au sort, à moins que notre projet soit viable avec moins d'entailles. Si on exploite quelques milliers d'entailles, en théorie, le par tour, c'est beaucoup plus logique parce qu'on est certain d'avoir presque le nombre d'entailles ou le nombre d'entailles qu'on demande. Donc, il faut y aller en fonction des besoins de notre entreprise puis comment l'entreprise pourrait fonctionner selon ce qu'on va nous donner. Là. Ça, c'est vraiment personnel à chacun. Fait que je vais soumettre. Là, j'ai une erreur. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas coché? Intéressant. Pas censé avoir une erreur. Il y a une mise à jour qui se fait ce soir. C'est peut-être à cause de ça, Pascal. Ah oui, il est 20h12. Ah bon, fait que notre système informatique est en mise à jour en ce moment. Exact. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui remplissent un formulaire en même temps que nous, ils ne pourront plus avancer peut-être à ce moment-là. Ça arrive de temps en temps. C'est un peu la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que c'est bon de commencer à remplir le formulaire dès maintenant, de débuter dès maintenant. Si jamais vous rencontrez ce genre de petits pépins-là d'ici au 15, c'est normal. Ça peut arriver de temps en temps que le système se met à jour. Donc, les mises à jour, elle fait souvent le soir à 20h en plus, puis 20h12. 20h et 21h, là, ce soir. Ouais. Il y a Sam qui avait une question sur le fonctionnement des tranches de 200. Je vais quand même prendre le soin de réexpliquer que cette section-là du programme, elle n'existe que si on offre du contingent à tout le monde. Ce qu'on a fait l'année dernière. Donc, il n'y a pas encore de décision qui a été prise au PPAC cette année pour en offrir à tout le monde. A priori, ce n'est pas encore fait. Pour le moment, ce n'est que du tirage au sort. Mais si jamais on en offre à tout le monde, donc à l'été prochain,
le programme va devenir à 100 000 en taille, donc encore dans le tirage au sort. Si jamais vous n'êtes pas pigé au tirage au sort, tous les dossiers vont être envoyés en démarrage. Donc, plus tard dans l'année, il y aurait émission de contingent à plus de personnes. C'est à ce moment-là que le choix du tirage au sort ou de la tranche de 200 va arriver. Le nombre d'entailles qu'on va donner pour les tranches de 200, on ne peut pas le savoir avant d'avoir tous les dossiers qui sont rentrés. Exact. Donc, la dernière fois, là, une fois que tous les dossiers sont rentrés, c'est là qu'on sait combien il y a d'entailles au complet de demander. C'est comme ça qu'on peut déterminer les pourcentages qui sont attribués à chacune des sections du grand programme d'émission de contingent. Donc, on ne peut pas le savoir combien il va en être donné. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est dans les dernières années, en 2021, on va en avoir donné un certain nombre. En 2023, on en a donné un certain nombre. Donc, on peut vous donner des exemples du passé, mais ce n'est pas foi de ce qui va arriver la prochaine fois non plus. Oui, tout dépendant du volume qu'on reçoit parce que c'est le ratio qu'on fait. Exactement. Donc, on fait un ratio en fonction du nombre de demandes qui est fait dans chacun des programmes. Mais si on retourne au formulaire en ligne, là, j'ai un petit bug à cause de la mise à jour, mais essentiellement, une fois qu'on a soumis ici, il y a un autre carré qui arrive. Après, ça dit merci avec un numéro de soumission. Fait que j'aurais eu numéro de demande, numéro de référence 265. Nous confirmons que vous avez bien soumis votre demande. Puis là, il y a un étampe de l'heure et la date. Ça vous confirme que ça a bien été envoyé. Mais j'ai quand même l'option de retourner dedans puis de modifier parce qu'on laisse le formulaire, les demandes ouvertes du 15 avril au 15 juin parce que c'est le barème, c'est le temps où ce que vous avez pour soumettre. Donc, vous pouvez aller soumettre, corriger ce que vous avez écrit, télécharger quelque chose, remettre autre chose ou la laisser telle qu'elle. Au 15 juin, le système va fermer toutes les demandes. Il va récupérer, en fait, tout ce qui a été soumis sur le site web, puis il va barrer les demandes, puis là, ça sera plus possible de les modifier. Donc, il ne faut pas être inquiet que si on pèse sur le bouton aujourd'hui, puis là, je pense que j'ai fait une gaffe ou quoi que ce soit, ou j'ai pas soumis la bonne affaire, ou j'ai pas quelque chose à soumettre, j'ai pas mon document encore, mais c'est correct, juste soumettez, sauvegardez en attendant, enregistrer et continuer plus tard. Vous avez vraiment jusqu'au 15 juin pour soumettre, ou ce que nous, à partir de ce moment-là, le 15 à minuit, tout est barré, c'est récupéré du web, puis après ça, on commence les analyses. Mais d'ici ce temps-là, vous pouvez aller travailler dans votre demande comme bon vous semble. Puis aussi, on peut revisionner notre demande complète à la toute fin, il me semble. Donc, on ne voit pas effectivement parce qu'on est en mise à jour en ce moment du système, mais on peut aller voir après ça notre demande complète. Donc, comme tu disais, si demain matin, il y a quelqu'un qui est déjà prêt à faire sa demande, qui l'a fait au complet, qui rentre sa demande puis qui l'envoie, puis une semaine plus tard, on n'est plus trop sûr, on peut d'abord aller revérifier notre demande en tant que telle, revérifier comme il faut que tout a été rempli. Puis là, si on se rend compte qu'il y a une petite erreur quelque part, on peut aller recorriger cette erreur-là puis remettre à jour la demande qu'on a faite au PPAQ. Exactement. Je vais arrêter le partage pour revenir avec vous. Bien, je ne vois pas d'autres questions de producteurs qui nous regardent en ce moment. Fait que je pense qu'on pourrait passer au mot de la fin, Pascal, si on peut peut-être dire un petit mot pour remercier les gens. On a quand même eu jusqu'à 60 personnes qui se sont joints à nous pendant la présentation. Bien, merci beaucoup d'être venus. Si vous avez des questions, encore des interrogations qui n'ont pas été répondues ici, comme je vous mentionnais un petit peu tantôt, il y a le fort aux questions sur le site des PPAQ. Si encore là, vous ne trouvez pas ce que vous voulez comme information, bien, soyez pas gênés, appelez-nous. Nos coordonnées sont sur le site web. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler de 8h30 à 4h30 du lundi au vendredi. Puis ça va nous faire plaisir de pouvoir vous guider à travers le formulaire ou ce que vous avez besoin de soumettre en termes de documentation et qu'est-ce qui s'applique ou non selon votre situation. Merci tout le monde. Merci. Au revoir.